Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocad. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Jérôme Marsaudon. Jérôme est avocat associé au sein du cabinet Reinhardt Marviltor, plus connu sous le nom de RMT. Il intervient majoritairement en contentieux des affaires et dans ce podcast, il vous parlera de son parcours, de son évolution au sein de ce cabinet, de la clientèle qu'il est allé chercher et vous verrez, c'est quelqu'un de formidable et d'extrêmement agréable. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Jérôme Marsaudon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à un maximum d'avocats autour de vous, à le commenter, à le liker et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour maître Jérôme Marsaudon, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast d'Advocat produit par Anomia. J'ai galéré à t'avoir parce qu'en ce moment, tu as énormément de dossiers en contentieux et je n'arrive pas à te trouver, tu as beaucoup d'urgence. Mais je suis ravi de pouvoir être face à toi aujourd'hui. Bonjour Jérôme Marsaudon. Bonjour Valentin, ça me fait très plaisir de te voir. Et ben moi aussi. Alors, la première question est toujours la même. Jérôme, qui étais-tu avant de devenir avocat ? J'avais entendu que tu posais cette question aux précédents intervenants, mais je vais te parler uniquement de mon côté avocat, ce qui me conduit à la profession, parce que évidemment, il y a tellement d'aspects sur lesquels je pourrais m'étendre, mais par rapport à la profession d'avocat, en fait, c'est quelque chose qui a souvent, enfin, la profession d'avocat m'a entouré depuis le début. Pourquoi ? Parce que mon père est avocat fiscaliste. Et c'est donc une profession dans laquelle je pouvais baigner, ou en tout cas j'avais une certaine proximité, et qui m'a conduit du coup à m'interroger longtemps par rapport à ce que je voulais faire, et notamment à cette profession, parce que j'avais un père qui travaillait beaucoup, qui travaille encore beaucoup, passionné, et donc il y avait une forme d'attirance pour savoir mais qu'est-ce qui le motive autant. C'est incroyable, il peut nous parler pendant des heures de fiscalité, de fiscalité, tu vois, même 150 0 à ses propres enfants, vraiment c'est quelque chose qui l'habite, donc c'est quelque chose d'assez touchant et attirant. Et puis on envoyait nous dans la vie personnelle aussi le côté un peu plus dur, parce que c'est une disponibilité qui n'est pas toujours très forte, notamment le week-end, beaucoup de stress, d'angoisse. Souvent on sentait en lui cette angoisse ou ce stress, et d'ailleurs parfois il nous le disait. Donc il y avait aussi une méfiance par rapport à la profession. Et la vérité, c'est que je suis arrivé après mon bac où je ne savais pas trop quoi faire, et mon père m'a dit, sentant que j'hésitais un peu, m'a dit écoute, fais 2 ans de droit, et puis tu verras bien. Tu ne perdras pas, ça sera utile de tout, quoi qu'il arrive. Et puis c'est ce que j'ai fait. Enfin, au lieu de faire 2 ans de droit, j'en ai fait 4. En tout cas, je suis allé jusqu'à ma maîtrise. Et pour tout te dire, Valentin, en fait, arrivé en fin de maîtrise, je pensais que je ne voulais plus devenir avocat. En tout cas, je ne me sentais pas d'appétence particulière, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Parce que l'enseignement, j'avais bien profité. Là, on va parler des à côté, mais j'avais quand même bien profité de l'université. Je trouvais que l'enseignement était très théorique, je ne voyais pas concrètement ce que je pouvais faire dans ce métier, en tout cas ce que c'était concrètement. Et du coup, je suis rentré à Sciences Po avec l'idée d'aller faire autre chose, plus du business. À l'époque, j'avais des traders, travailler dans des banques. D'ailleurs, c'est à cette époque-là, je pense que la plupart des personnes qui voulaient devenir avocat voulaient faire du conseil, du corporate. C'est vraiment la chose qui avait, les choses qui traînaient dans les têtes des jeunes avocats. Et paradoxalement, en fait, c'est à Sciences Po que, déjà, je rencontre ma femme, ce qui est important. Et puis surtout, en fait, je découvre aussi la profession d'avocat. Et ce que c'est concrètement. Pourquoi ? Parce qu'à Sciences Po, tu avais des cours de droit des affaires. J'avais pris une dominante économique et financière. Et là, en fait, on a plusieurs intervenants, des professeurs notamment, qui sont des avocats, et qui, pour le coup, ont un enseignement très pratique, pour le coup, ce qu'on n'avait pas du tout en faculté, et qui viennent en cours avec leur dossier.
Et parfois, nous ont organisé des procès simulés ou comment est-ce que vous construiriez cette idée par rapport à telle ou telle pièce. Et là, c'est là où on se rend compte, où je me suis rendu compte de l'appétence que je peux avoir pour le contentieux, principalement, du jeu de réflexion qu'il peut avoir, du jeu tout court, des histoires qui peuvent se cacher derrière un contentieux, de la façon dont on peut les raconter avec les mêmes pièces. Tu peux construire deux histoires totalement différentes, donc il y a un challenge. Moi, je vois ça comme un jeu, je trouve ça vraiment très motivant, et c'est ce que depuis, c'est ce qui m'habite depuis. Hein. Je découvre à Sciences Po, mais je peux te confirmer que c'est ce qui m'a plu là, et c'est ce qui continue à me plaire encore Ouais, ça aujourd'hui. s'entend quand on parle. Et puis voilà. Et du coup, c'est à Sciences Po que je découvre que je veux devenir avocat. Et puis après, je déroule, je refais un troisième cycle du coup à Assas. Un DESS, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, en tout cas il s'appelait Contentieux, Master 2, Contentieux Arbitrage avec Fouchard et Jarosson, messieurs Fouchard et Jarosson. Extraordinaire, enfin dans mon souvenir. Déjà avec des élèves très sympas, et puis un arbitrage simulé à la Chambre de commerce internationale qui va nous occuper tout au long de l'année quasiment, avec au final une vraie audience. En tout cas une audience simulée, mais vraiment dans les locaux de la CCI. Et donc le stress, ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui quand on va en audience, cette envie de convaincre, d'y aller à fond, le challenge par rapport à soi, par rapport aux autres, cette envie de convaincre, et le jeu, encore une fois, le jeu qui est derrière tout ça. Voilà, et après, il a fallu que je passe, donc tout ça m'a plu, et puis après, il fallait que je passe, que je devienne avocat, donc le CFPA, CAPA, j'ai mis un peu de temps parce que j'ai dû faire mon service militaire, et puis voilà, voilà comment... Et puis tu débarques dans la profession. Et voilà, je débarque dans la profession. Et alors du coup, tu choisis quel cabinet? Parce que du coup, tu veux faire du contentieux, tu retrouves cette appétence finalement à Sciences Po, ou plutôt tu la trouves. Et là, tu rejoins quel cabinet d'avocat, quel cabinet t'inspire? Alors, en fait, dans le cadre du DESS, contentieux arbitrage, je fais pas mal. L'arbitrage me plaît bien, et en fait, ça me permet de rejoindre avec mon cursus un beau cabinet anglo-saxon dans lequel je vais rester à peu près 1 an. Et je me voyais bien y devenir, enfin en tout cas passer plus de temps, pour tout te dire, notamment dans le département arbitrage. Et clairement, je m'inscrivais dans ce type de cabinet anglo-saxon, avec pouvoir toucher des dossiers comme ceux que je pouvais traiter en tant que stagiaire chez eux. Puis ça se goupille pas très bien. Il y a une partie des équipes qui s'en va à cette époque-là. Et au fond de moi, je regarde finalement les cabinets, de manière générale, les cabinets d'affaires. Et je postule à peu près dans tous les cabinets où il y a de l'arbitrage et du contentieux. Je vais faire une pige dans un cabinet français, ça se passe pas très bien, j'en tairai le nom. Mais en revanche, ce cabinet français me fait un peu la courte échelle grâce à l'un de ses associés pour Reinhard Marvitor, que je ne connais absolument pas à cette époque. Mais je postule parce qu'on me dit qu'ils cherchent, qu'il y a des personnalités attachantes, intéressantes. On ne m'avait pas menti. Et j'envoie ma candidature fin mai, je crois que c'était fin mai 2003, le 5 juin 2003. J'ai un coup de téléphone. C'est dingue que la date, elle te marque. Parce que c'est le jour de mon anniversaire. Ah, d'accord. Le 5 juin 2003, j'ai un appel. Et effectivement, une personne qui, avec une voix très reconnaissable, maintenant que je reconnaîtrai entre 1000, me chante Joyeux anniversaire. Et moi, je ne connais pas ce numéro. Quelqu'un qui me dit Joyeux anniversaire pendant à peu près 30 secondes. Putain, Fabrice, t'es con. Ouais, t'as le temps de faire tous les prénoms de ton répertoire. Et puis finalement, non, il te dit en fait, c'est Jean Reinhardt. Joyeux anniversaire, écoute, viens me voir. Tout de suite, tutoiement, enfin tout à fait, c'est le personnage tel qu'il est, avec sa bonhomie. Tu as tout de suite envie de le rencontrer, évidemment. Je vais le voir à l'époque avenue Hoche. Et là, on passe un entretien, on parle de tout sauf de droit. Moi, je suis presque interdit. Je me demande comment ça s'est passé. J'ai passé un bon moment, mais finalement, enfin bon, voilà. Et puis non, je suis pris, je suis embauché. Je me pose pas trop de questions. Je ne connais pas le cabinet, mais j'ai envie de travailler avec Jean, qui me dit qu'il veut développer l'activité contentieuse, qu'il y a plein de choses à faire, qu'il a plein de projets.
et voilà, il ne m'a pas menti. C'est comme ça que finalement, quasiment, ma première collaboration, en fait, je la débute chez Reinhard Marviltor. Et 19 ans plus tard, je suis encore chez Reinhard Marviltor. Donc un bébé RMT, on connaît les Ouais. bébés Gide, un bébé Totalement, RMT. totalement. Et alors, il faut le dire, RMT aujourd'hui c'est une centaine d'avocats. À l'époque, toi quand tu y arrives finalement en 2003, ou en tout cas mi-2003 ou fin 2003, c'est pas le cabinet qu'on connaît aujourd'hui. Non, alors c'est pour ça que, alors on est un peu moins de 100 hein, quand même, on doit être 70, enfin, tout compris avec les administratifs. Effectivement, on est devenu un beau navire. Hein. Mais à l'époque, on est une jolie barque ou un joli hors-bord, tu vois. Mais effectivement, en 2000, c'est pour ça que je suis un bébé RMT, j'y ai fait la quasi-totalité de ma carrière. Mais c'est pas le même cabinet, effectivement, en 2003. Moi, je débarque avec les nouveaux locaux qui sont avenue Kléber. On a un étage et demi, alors qu'aujourd'hui, on en a plus de 4. On se connaît à peu près tous, on peut quasiment tous déjeuner ensemble. Pour le coup, c'est un bébé RMT de manière plus symbolique, c'est-à-dire que tout est là pour commencer le développement et tout est là pour commencer à se développer parce que les associés ont pris la décision justement de se développer, de prendre des grands locaux pour pouvoir parvenir à se développer et se sont donné justement les moyens de ses ambitions. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui est d'ailleurs très, très agréable parce que cette ambition, on la retrouve encore aujourd'hui chez les associés. Cette envie de toujours se développer. Mais effectivement, tu as raison, à l'époque, on est un cabinet pas très connu. Jean commence un peu à faire parler de lui, Jean Reinhardt. En tout cas, en revanche, tout est là pour commencer à développer. Il y a eu quelques associés externes qui sont venus développer l'activité conseil. Il y a tout pour se développer, commencer un fort développement et celui qui va être connu dans les 15 ans qui vont suivre. Un terreau extrêmement fertile pour commencer. Et alors toi, du coup, tu vas travailler en tant que collaborateur de Jean, majoritairement, de Jean Reinhardt. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire en arrivant au sein de ce cabinet? Parce que tu as déjà quand même un peu de pratique, tu as bossé 1 an dans un anglo-saxon, un très beau cabinet, un petit cabinet français sur lequel ça s'est mal passé. Et là, du coup, tu arrives chez RMT, donc tu as déjà un peu de pratique, mais tout reste entre guillemets encore à faire. Ça va être quoi tes tâches au quotidien et pour finalement grandir sur cette profession? Écoute, en fait, je travaille vraiment aux côtés de Jean Reinhardt, directement auprès de lui, en relation directe. Il y a pas de, je suis junior, mais je suis donc avec l'associé. Et alors, Jean a il a beaucoup de qualités, mais il a cette grande qualité aussi, c'est qu'il fait assez vite confiance. Et il te responsabilise très vite. Donc tout de suite, en fait, tu as ta casquette d'avocat. C'est-à-dire que tu es en relation directe avec le client, c'est-à-dire qu'il te confie un dossier, c'est toi qui gères le dossier. Évidemment, pour les appels, les décisions, etc., surtout au début, tu en parles avec lui et c'est lui qui monte au front et qui est en relation avec le client. Mais tu apprends très vite à gérer ton dossier, tu es vite responsabilisé, tu discutes avec les clients, tu discutes avec les confrères, tu vas aux audiences, et tu es tout de suite mis dans le bain, et c'est très formateur pour le coup, parce que surtout si tu gagnes la confiance de gens, si tu confirmes finalement cette confiance, c'est de mieux en mieux, et tu es de plus en plus responsabilisé. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le cas, je ne suis pas sûr de faire pareil moi-même avec mes collaborateurs. Dans les faits, Jean m'avait donné dès le début une grande liberté, et beaucoup de stress aussi, hein, ça t'oblige du coup à être 2 fois plus carré parce que tu te dis voilà, moi je suis devant, tu es presque inquiet parce que parfois tu as l'impression que Jean Reinhardt n'est pas avec toi, ton associé ne te suit pas assez, donc par conscience professionnelle tu as tendance à en faire 2 fois plus parce qu'effectivement toi tu te sens un peu jeune, même si tu es un peu bourlingué un peu avant, mais tu es obligé d'être très carré. Et ce que tu apprends un associé comme Jean Reinhardt, mais je pense que c'est le cas pour tout associé, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est que tu n'es plus stagiaire. Donc, stagiaire, tu peux identifier les problèmes, mais un bon collaborateur, il va identifier les problèmes, mais il va aussi proposer des solutions. Et c'est ce qu'on essaie nous d'apprendre à nos collaborateurs aujourd'hui, moi avec mes collaborateurs. Les 2 premières années, ok pour faire des recherches, identifier les litiges, les problèmes, les problématiques juridiques, mais surtout ce que j'attends de lui,
c'est de trouver des solutions. Et ça, avec Jean Renard, tu n'as pas le choix. Parce que si tu veux avancer en tant que collaborateur, voilà. Donc concrètement, tout de suite, tu es dans le grand bain. Tu as papier et parfois c'est difficile. Mais c'était super. Je comprends et c'est aussi une approche qui a été beaucoup évoquée par les gens de chez Veigeon. Ils disaient en fait, c'est un peu le même truc, hein, c'est qu'ils te jettent dans l'eau et ils te disent finalement tu apprendras à nager et c'est comme ça que tu deviendras le plus vite bon. Et toi tu dis que tu ne l'as pas reproduit totalement avec tes collaborateurs, c'est-à-dire que tu as trouvé que c'était bien, mais en réalité ça t'a causé aussi des aspects plutôt négatifs dans cette évolution? Non, en fait c'est pas négatif, c'est une autre façon d'aborder les dossiers. Moi je suis un laborieux, tu sais, il faut que je passe du temps sur mes dossiers. J'ai encore, et j'en parlais récemment encore avec mon équipe, moi aller encore une audience, ça me stresse toujours autant. C'est-à-dire que je peux pas, moi me permettre, en tout cas je dois connaître chacune des pièces du dossier, donc je peux pas laisser totalement mes collaborateurs gérer pour moi le dossier. Là, c'est pas que je leur fais pas confiance, mais c'est que c'est aussi mon intérêt. Moi, c'est dans la profession, j'aime connaître mes dossiers, j'aime aller au fond des choses, j'aime trouver des idées avec eux, partager. Jean Renard, c'était différent. On était plus dans la stratégie, mais le fond du dossier, dans la soute, les idées, le juridique, c'était principalement nous. Enfin, à mon sens, dans mon souvenir. Je ne suis pas sûr que Jean soit tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais en fait, et quand on avait un problème, en revanche de droit, on pouvait en discuter. Mais c'est nous qui devions faire remonter les problèmes. Là, j'ai le sentiment que j'aime bien, mais c'est aussi mon plaisir, j'aime aller faire du droit, aller lire les pièces et puis challenger les collaborateurs pour qu'on puisse en discuter. Donc effectivement, je n'ai pas tout à fait reproduit ce qu'avait fait Jean avec moi. Tu as utilisé un management qui était différent et qui te correspondait plus, très clair. Ouais. Et est-ce que tu vois un peu des grandes étapes de ton évolution? Donc tu arrives en 2003 en tant que collaborateur, tu es assez vite quand même jeté dans le bain. Est-ce que tu vois des grandes étapes et des grandes évolutions, excepté bien sûr celle de devenir associé au sein du cabinet, mais avant cette association? Oui, alors très tôt, j'ai la chance de pouvoir apporter des clients au cabinet. Déjà de traiter moi, d'avoir une clientèle personnelle. Je peux te dire, mes plus grands stress, je pense, ce sont mes premiers dossiers personnels. C'est pour ça que moi j'encourage mes collaborateurs à développer de la clientèle perso parce que là aussi, tu ne te caches pas derrière un associé, tu es direct à négocier avec ton client, tu es direct dans la procédure, tu es directement à négocier les factures, le recouvrement. Et puis voilà, t'as pas de, il n'y a pas le tampon de l'associé, parfois derrière lequel un collaborateur peut parfois se cacher, entre guillemets. Donc tu as moins de confort. Et moi, dans mon développement, en fait, tu as des premiers clients que je traite en direct, mais tu as les premiers clients que je vais pouvoir apporter à la structure. Parce que je ne peux pas les traiter tout seul. Et il y a clairement un très gros client avec un très gros conflit d'actionnaires que j'arrive à apporter à la structure, qui est un client très, très exigeant, qui demande à l'époque, il a perdu la majorité d'une société, c'est la catastrophe, etc. Et là, on est plusieurs avocats à travailler sur le dossier, mais moi je suis en direct tous les jours avec ce client, lui et sa femme, parce que c'était un couple d'entrepreneurs qui avait très très bien réussi. Et je fais quasiment un point téléphonique tous les jours. On a, en 1 an et demi sur ce conflit d'actionnaires, on a quasiment une trentaine de procédures qui sont lancées, avec des saisies dans tous les sens. Il y a à peu près tous les domaines du droit qui sont concernés, c'est hyper sanglant. On a quasiment une salle qui nous est réservée au tribunal de commerce de Paris. Du coup, c'est très responsabilisant parce que là, pour le coup, tu sais ce que c'est que le stress du client, tu sais comment essayer tu sais quelles sont ses attentes, ce que tu dois lui dire, comment le rassurer. Comment essayer aussi de temporiser, de ne pas qu'il parte totalement dans les tours, la moindre assignation reçue ou la moindre petite bataille perdue parce que c'est pas la guerre qui est perdue. Et je dois dire que pour moi, c'est un dossier qui restera très marquant, je pense que pour le cabinet aussi. Et en plus, ça s'est très bien terminé. Donc, pour moi, ça aura été effectivement un client, un dossier sans doute marquant et marqueur dans ma carrière. J'ai 2 questions par rapport à ça. Comment t'arrives toi à aller chercher finalement un méga contentieux comme celui-ci? Ouais. Et 2,
Comment est-ce que tu l'apportes au cabinet? Quelle est ta réflexion en l'apportant au cabinet? Bon, je commence par la deuxième question. Ouais. Sur le... Clairement, moi tout seul, Jérôme Marcedon, collaborateur, Tu peux pas le traiter. relativement junior, j'intéresse pas le client, il veut pas de moi. Ok, donc tu vas le chercher sous le nom quand même RMT. Ouais, je me dis que si je veux en fait, et pour répondre à la première question, en fait, là, c'est plus dans mon souvenir, c'est à la fois, c'est un journal, enfin bon, c'est quelqu'un qu'on connaît, enfin quelqu'un de la famille qu'on connaît, mais c'est ma sœur en fait, voilà, si tu veux, qui un jour rencontre cette personne, qui lui-même connaît ce futur client et qui donc qui indique à ma sœur, oh là là. Telle personne a eu un litige pas possible, il n'est pas du tout content de ses avocats, et ma sœur a la bonne idée de dire mais il faut que tu ailles voir Jérôme. Balèze. Et voilà, et du coup, alors ça pour le coup je m'en souviens, c'était un 1er novembre 2004, j'étais à Londres. Ah oui, tu avais 1 an de bar. J'avais quasiment, Mais t'avais j'avais un un peu peu la fin, plus, ouais, un peu ouais. plus. Mais je me prends le coup de téléphone de cet intermédiaire qui me dit il faut absolument que tu rencontres un tel cette semaine. Et du coup, bah, Un moi, tel, c'est le nom c'est d'entreprise. le client. Et ça se passe comme ça et ça se passe en une semaine. Moi, je me souviens que le premier contact, on se dit mais non, ça va être oh là là, c'est une personnalité ultra forte. Comment on va faire pour le gérer? Jean Reynard, je sens qu'il se demande un peu aussi qu'est-ce que tu m'as rapporté comme client. Et in fine, c'est pour ça que d'ailleurs je monte assez vite en responsabilité sur le dossier, puisque c'est un client qui prenait beaucoup de temps. Du coup, je suis lâché face à lui. C'est mon client, c'est ma responsabilité. C'est moi qui dois assumer les bonnes et mauvaises nouvelles, à la fois travailler sur le dossier. Donc, à tout point de vue, c'était comme un client perso, mais que j'avais apporté au bureau, et avec surtout le feeling, la vista, les bons coups de Jean Reinhardt. Pour le coup, pas d'autre choix que d'aller vite et fort, et de faire du contentieux de qualité dans des délais très rapprochés. Et est-ce que tu négocies finalement une rétrocession d'honoraires là-dessus? Tu négocies quand même un truc ou pas du tout? Non, mais là, c'est toujours le cas chez Reinhardt Marvitor, il y a une rémunération des dossiers, enfin, qui est réservée sur les dossiers apportés par les collaborateurs de la Ça, c'est structure. chouette. Ça n'a pas bougé, c'est autour de 10% du taux des honoraires facturés encaissés. Ce qui est une belle rétrocession pour apporter un client quand même. Même si bien sûr tu gagnes toujours pas autant que si tu l'avais traité C'est seul, sûr, etc. mais tu vois. Mais tu le fais sur ton temps de travail, tu aurais pas pu le Exactement, traiter et seul. c'était, je dois le dire, très rémunérateur pour moi. T'as passé une bonne Ouais, année. c'était super. Les années 2004-2005, c'était bien. Ok, donc finalement tu as ce super dossier. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion en termes de relation avec la clientèle, de gestion du client, gestion de la stratégie juridique? C'est difficile de te répondre de façon très structurée, mais pour moi, c'est un apprentissage de la profession vitesse grand V. C'est-à-dire que tu passes. C'est un dossier, je te dis, il y avait tellement de procédures, quasiment tous les vendredis soirs. C'est l'époque où il y a encore des fax, tu vois. On entendait le fax crépiter et on se prenait une assignation, référé d'horaire, bref délai pour la semaine d'après. Donc on savait qu'on irait passer le week-end. Donc il fallait appeler le client, lui dire voilà pourquoi vous êtes attaqué, comment on va réagir, etc. Donc c'était très particulier, très stressant, avec une relation très difficile avec les confrères adverses. Limite, enfin bon, c'était parfois limite. Donc tu apprends effectivement tout sur la gestion du stress, que tu dois intégrer, que tu ne dois pas forcément communiquer à ton client, parce que tu dois quand même le rassurer, lui démontrer qu'il est quand même. Tu as plein de boulot, mais tu dois aussi le rassurer. C'est-à-dire que toi, parfois, tu te dis, oh là, mais je ne vais jamais y arriver, il ne faut pas que le client le ressente. En même temps, tu as besoin d'être très bien organisé pour pouvoir te structurer, rédiger des conclusions, être là où on t'attend, au rendez-vous dans le tribunal. Parce que c'est un client en plus exigeant qui supportait assez mal la moindre défaite. Donc il y a cette exigence donc, dans le boulot, cette exigence aussi d'efficacité, c'est-à-dire que là tu n'as pas le temps de faire des recherches dans tous les sens, il faut aller au plus pressé et faire ça bien. Et puis
tu as une gestion aussi du contexte. De manière générale, tu noues aussi une relation particulière avec ce client qui dépasse du coup le professionnel. Et tu apprends, moi, encore une fois, ce qui me passionne dans ce métier aussi, l'humain et ce qui peut se cacher derrière le conflit. Tu comprends mieux en fait pourquoi tout d'un coup tu es bombardé de procédures, parce que derrière tout ça, tu peux avoir une histoire très particulière. Et au final, finalement, tu évolues dans ta perception du dossier aussi, et finalement dans la façon dont tu vas pouvoir le résoudre. Et c'est moi ce qui me passionne dans le contentieux, au-delà du jeu dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est là un jeu avec l'adversaire, un jeu avec le dossier. Tu as aussi l'approche de l'humain et l'histoire qui se cache derrière chaque contentieux. Il y a souvent une histoire de jalousie, d'incompréhension, de choses mal dites, mal faites, un déclencheur en tout cas. Et parfois, si tu arrives bien à l'identifier, tu arrives aussi à le dépasser et à trouver une solution à laquelle forcément tu n'aurais pas forcément pensé dès l'origine du contentieux. Donc tu sors ce dossier par le haut en plus pour ton premier rapport ou ton premier gros rapport de dossier au cabinet. Ouais. Tu sors le dossier par le haut, ça se passe bien. Ouais. Est-ce que ta place au sein du cabinet, elle change derrière? Ou est-ce que tu te dis en fait, même si tu n'étais pas un producteur ou en tout cas que tu ne faisais pas que ça, très rapidement quand tu arrives au cab, tu ramènes un gros dossier, est-ce que tu te mets une pression sur les épaules en te disant il faut que je ramène un autre? Ou est-ce que plutôt tu te dis finalement, voilà, maintenant la route est tracée, il faut que je continue sur ce chemin-là, que je continue à apprendre et qu'en plus de ça, je continue à aller chercher des dossiers pour apporter au cabinet? C'est le stress. Non, je pense que tu peux pas te contenter de ce que tu as. Si c'est ta question. Non, au contraire, tu veux reproduire. Tu sais que le dossier, c'est un dossier qui va durer un temps. Tu n'as pas envie de te retrouver sans rien une fois que ça sera fini. Donc, non, des dossiers comme ça, en plus, tu t'éclates. Enfin, professionnellement, tu t'éclates. Donc, tu en as envie d'en avoir d'autres. Mais en revanche, tu te sers de ce dossier pour essayer, pour communiquer dessus, pour dire voilà ce que j'ai fait, faire parler de ça autour de toi, auprès de tes confrères, auprès de tes contacts, de ton réseau, etc. Parfois ils sont au courant d'ailleurs, et puis et ça génère d'autres dossiers. Au-delà du fait que grâce à cette sortie par le haut, tu fidélises un client qui du coup va te rester fidèle Et qui va t'envoyer de gens. Et qui va ensuite faire des opérations, se diversifier, effectivement t'envoyer d'autres clients. Donc ça, clairement, c'est ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Tu vas te servir de cette expérience-là aussi pour renouveler, pour tenter de renouveler ce type de dossier, parce que je te parlais de 2000, je ne sais plus quelles années, étudiant, tu tombes dans ce jeu du contentieux. Et là, tu t'es pris un shoot de contentieux pendant 2 ans sur un dossier qui va t'occuper quasiment quotidiennement. Quand ça se finit, oui, tu es content parce que tu peux souffler, mais tu as envie que ça recommence assez vite, quoi. Comment tu deviens associé au sein du cabinet? Je deviens associé écoute, en 2010, donc après 7 ans. Donc c'est dans un temps relativement court. Écoute, très clairement, j'ai la chance d'avoir un sponsor en or, puisque j'ai Jean Renard qui me pousse à l'association. Sachant que lui se spécialise avec le temps et avec ses dossiers vers le pénal des affaires. Qu'il y a quelques autres évidemment associés en contentieux, mais qu'il y a encore de la place pour mon profil. D'autant plus que ce dossier, et puis ceux que j'avais apportés, que j'apporterai après d'ailleurs, démontrent que j'ai un profil d'entrepreneur qui correspond vraiment bien à la structure, parce que c'est un peu le sel et le cœur du cabinet. C'est effectivement, je crois qu'une des signatures sur notre site internet, il ne faut pas que je me trompe, mais c'est un cabinet d'entrepreneurs pour les entrepreneurs, un truc comme ça. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est apprécié, c'est le fait de pouvoir développer, démontrer que tu as déjà cette appétence, cette possibilité, et que avec les clients que tu as, tu peux continuer à développer une certaine clientèle. C'est un gage de réussite dans une association future. Je ne dirais pas que ça s'est fait naturellement, parce que tu dois faire un acte de candidature. Concrètement, tu fais une sorte pendant 1 an, pour répondre du coup pratiquement à ta question. Ouais. En fait, c'est une sorte de campagne électorale pendant 6 mois, 1 an.
où tu vas aller déjeuner avec chacun des associés et leur dire pourquoi, au-delà de ce que peut dire Jean Reinhardt, tu es parfaitement, ton profil est parfaitement adapté à l'association au sein du cabinet. Je dois dire que c'était plutôt agréable de discuter à cette occasion avec chacun des associés. Tu te rends compte aussi, tu commences déjà à percevoir néanmoins, alors que tu n'es que simple collaborateur, l'autre vision des associés sur la vie du cabinet, ce dont le cabinet a besoin, la façon dont il entend se développer. Tu sors un peu de ta petite équipe, entre guillemets, contentieuse, pour lever un peu la tête et voir finalement effectivement ce navire qui est en train de naviguer, qui a certains besoins. Et du coup, les exigences qu'on peut avoir par rapport à la rentabilité d'un associé, ce qu'on attend de lui, etc. Ce que tu n'as pas forcément en tête quand toi tu es collaborateur avec une personnalité comme Jean Reinhardt qui a un faiseur d'or, qui a plein des Midas. Ouais, c'est vraiment ça, tu as des clients en or, qui est une personnalité exceptionnelle. Tu as l'impression que tout est facile pour lui et pour ses équipes, et finalement tu lèves un peu la tête, tu te rends compte que voilà, non, c'est pas si facile, qu'il faut aller chercher du client, qu'il faut avoir une stratégie, une certaine communication, etc. Et pendant cette campagne électorale, entre guillemets, tu commences à percevoir ça, et puis après, écoute, tu es présenté à l'association formellement. Le jeu, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les structures, c'est quand même que tu as une sorte de grand oral dans la grande salle de réunion de Reinhardt Merviltor. Tu présentes ton projet, une sorte de business plan, et puis après tu sors de la salle, ils votent. Tu rentres et ils disent non, c'est mort. Et vous êtes sûr? Ah non, on déconne. Et hop, en fait, t'es pris comme associé. Voilà. Très chouette. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de partir pour aller voir si, notamment avant ton association, pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs? Parce que Jean Renard, je ne le connais pas personnellement, mais j'en ai beaucoup entendu parler, tu m'en as déjà parlé, d'autres de tes associés m'en ont parlé, des collabs, etc. Tout le monde en parle très bien, mais tout le monde le décrit comme une personnalité qui prend de la place en fait. Si tu es dans la salle avec lui, le regard est tout de suite posé sur Jean, on va être posé sur les autres. Est-ce que tu n'avais pas peur justement de ne pas réussir à grandir à côté d'une personnalité comme Jean? Alors, si évidemment, parce que c'est une grande personnalité, une personnalité qui prend de la place, tu as raison. Après, moi je l'ai toujours trouvé, il a évidemment ses défauts, et c'est vrai je dirais pas qu'il faut tuer le père, parce que c'est pas tout à fait ça, mais parce qu'il y a toujours une forme de bienveillance qui est réconfortante. Après, pour les autres associés, anciens collaborateurs de Jean Reinhardt, comme moi qui sont devenus associés, on est 3 dans la structure, ils t'annoncent le jeu très clairement. C'est une fois que tu es devenu associé, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, à toi de trouver ta place. Oui, il te dit, il te nourrit plus. C'est vraiment à toi de trouver ta place. Exactement. Et finalement, ça fait peur. Tu lui en veux un peu, peut-être, sur le coup. Mais c'est finalement assez formateur. Alors, la chance, c'est que tu as Jean Reinhardt, mais que tu as autour de Jean Reinhardt tout un collectif d'associés qui sont à l'origine des copains. Hein. Donc, c'est important parce que ça, pour le coup, ça ruisselle pour trouver un mot du moment sur l'ambiance dans le cabinet. Ils se connaissent tous très bien. Il y a d'autres personnalités assez fortes, assez complémentaires, vers lesquelles toi, tu peux te tourner assez facilement. Alors, je dois dire que moi, mon association, elle est venue assez vite. Donc, je ne me suis pas posé la question, surtout quand Jean Reinhardt te dit « je vais te faire la courte échelle pour devenir associé ». Tu te dis « super, merci Jean ». C'est plutôt après, effectivement, que tu peux te poser la question « est-ce que je vais réussir à trouver ma place ?» Parce qu'on c'est quand même, le Reinhardt Merviltor, on fait quand même beaucoup de contentieux. Est-ce que je vais réussir à trouver ma place en tant qu'associé contentieux? Surtout qu'au début, il faut enclencher la machine, arriver à faire le chiffre qu'on attend de toi, ou tu attends toi tout seul d'ailleurs, parce que tu peux te donner tes propres objectifs. Et tu dis, mais finalement, est-ce que je vais réussir à trouver ma place? Donc c'est là où tu peux effectivement t'interroger. Dans les faits, j'ai pu m'interroger, on m'a interrogé, parce qu'on est tous à peu près chassés. En tout cas, chez Reinhardt Merviltor, on a ce bénéfice maintenant d'avoir une bonne réputation, une bonne image. Je veux dire qu'on est souvent chassé pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc on peut effectivement s'interroger. Je dois dire que si tu t'interroges, finalement, moi en tout cas ma réflexion jusqu'à ce jour était de me dire mais non, il y a encore beaucoup de choses à faire chez Reinhardt Merviltor. J'y ai des amis,
parmi les associés. Enfin, certains sont devenus des vrais amis auxquels je tiens beaucoup. Je serais navré de devoir les quitter. Bon, si tu mets ça de côté, ensuite, est-ce qu'on a encore des projets? Moi, je trouve que c'est vraiment la force du cabinet aujourd'hui, c'est que depuis que je suis rentré en tant qu'associé et même avant, il y a toujours eu des projets. Alors parfois, ça part un peu dans tous les sens, etc. Mais il y a toujours cette envie d'aller de l'avant, de trouver des relais de croissance, de dire mais comment est-ce qu'on va se développer. Alors c'est pas toujours très structuré parce que, encore une fois, c'est l'ADN du cabinet, c'est qu'on est aussi des vrais opportunistes. Mais on a envie d'aller de l'avant, d'y aller ensemble. Dans les faits, on partage beaucoup, il y a beaucoup je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, en tout cas, beaucoup d'échanges entre chacun des associés. Nos clients, on les partage avec les autres. On a envie, on va les rencontrer ensemble, on les développe ensemble. Et cette envie d'être ensemble. Le jour où chacun va se recroqueviller de son côté, ou alors les plus vieux vont pu commencer à penser qu'à leur retraite, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si jamais on en est à ce stade-là et qu'on sent que le cabinet n'a plus d'avenir, à ce moment-là, oui, il faudra s'interroger sur autre chose. Mais là, on est vraiment pas dans ce climat-là. Au contraire, on a encore plein d'ambitions et d'objectifs pour le futur. Du coup, écoute, je m'inscris encore dans cette histoire. Je partage la vision et les projets du cabinet. En t'entendant parler, je me rends compte finalement que tu as une manière de dépeindre le cabinet qui me rappelle beaucoup quelque chose. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a des cabinets d'avocats qui naissent conseil et finalement agrègent a posteriori du contentieux et du coup qui ont une certaine forme d'ADN, et des cabinets d'avocats, comme c'est le cas chez RMT, qui finalement naissent contentieux puis agrègent le conseil pour se développer? J'ai l'impression de voir deux visions un peu différentes en fonction des avocats créateurs et développeurs du cabinet. Alors pour te répondre intelligemment ou très précisément, il faudrait que je connaisse un peu mieux les autres formes de cabinets. Bon, tu as bien compris que ce n'était pas le cas. Mais je pense qu'il y a un ADN particulier chez RMT en tout cas. Alors, très familial. Ouais, alors je sais pas, effectivement. C'est toi qui peux me dire. Moi, je manque un peu de recul. Parce écoute, que... moi, à chaque fois que je viens au sein de ton cabinet, ça se fait toujours des vannes dans les couloirs. Les gens sont toujours en train de charrier. C'est toujours très sympathique. Et peu importe avec qui je suis, que je sois avec l'assistante qui me reçoit, ou l'assistant qui me reçoit, que je sois avec le BD, que je sois avec les partenaires, le comité exécutif, des collabs, tout le monde a cet ADN-là. Et je trouve que j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça ailleurs. Non, mais écoute, je le reçois. Mais ça fait bon vivre. Ouais, écoute, c'est pour ça que j'ai du plaisir à venir tous les matins. Ça n'empêche pas vraiment parfois il peut y avoir des dissensions fortes. Que ça travaille aussi beaucoup. La casquette contentieuse fait qu'on est tous de mauvaise foi à table, dans la salle de réunion, qu'on sait tous s'exprimer, mais qu'en revanche, et donc s'exprime plutôt bien, en tout cas tous mes associés, je trouve qu'on a ce talent. Il y a une magie qui fait que, à mon sens, on arrive toujours à trouver, en tout cas à faire naître de nos discussions qui peuvent être parfois si ce n'est tendu, en tout cas enjoué, trouver des idées et une façon d'aller dans le même sens. Et effectivement, ça va, mais je trouve que pour le coup, il y a des gros égos, mais avec chacun de mes associés, on prend plaisir à discuter, à échanger, à aller déjeuner. D'ailleurs, c'est quasiment un critère de recrutement. C'est vrai, c'est aimer déjeuner, aimer boire un petit verre de temps en temps. Et ça, exactement, on partage tellement de temps ensemble que si tu n'as aucune affinité avec tes associés, à mon avis, ça ne s'inscrit pas dans le temps. Jérôme, imagine, je suis collaborateur, j'ai fait 2 ans dans des cabinets d'avocats, peu importe la taille, le nom. Je viens chez RMT, j'ai la chance de pouvoir être reçu en entretien. Je me retrouve face à toi ou l'un de tes associés, ou même une collégialité d'associés. Et on a un bon feeling, je passe les tests techniques, ou en tout cas on échange un peu et tu vois que je fais l'affaire. Si je te pose une question qui est « Ok Jérôme, moi par contre si je rejoins un cabinet, je veux savoir comment je peux devenir associé », qu'est-ce que tu me réponds? Je dis prends ton temps déjà. Déjà tu poses pas cette question pendant l'entretien, tu te calmes un peu. Non mais pour le coup, chacun a son cheminement et chacun peut arriver à cette maturité, parce qu'il faut une certaine maturité pour arriver à l'association,
qui lui est propre. Je pense qu'en revanche, une structure comme la nôtre, telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle se développe aujourd'hui, si tu n'apprends pas, même si aujourd'hui tu n'as pas un gros réseau, même si tu n'as pas aujourd'hui tu ne sens pas cette capacité de développement, c'est quelque chose que tu dois développer. Parce que pour nous, tu peux avoir les meilleurs techniciens si tu ne sais pas comment développer une clientèle, aller chercher des nouveaux clients et apporter finalement à la structure, tu ne pourras pas devenir associé. À mon sens, alors, je ne suis pas sûr que je le dirais comme ça, mais je pense que c'est ce que je ferai ressentir aux collaborateurs parce que c'est l'essence même aussi de la profession, de pouvoir être en direct avec un client, développer sa propre clientèle, qui est quand même une profession assez individuelle par essence. Et il faut pouvoir finalement se nourrir et développer ce chiffre d'affaires et apporter un chiffre d'affaires à la structure pour avoir un intérêt pour la structure. Ce serait mon premier conseil. Après, il y aura des exceptions parce qu'on trouvera en revanche une spécialité, une compétence qu'on ne connaît moins au sein de la structure. Et puis là, c'est une question d'opportunité. Mais la base est quand même, je pense, une capacité à développer une clientèle qui peut être existante, mais surtout à apporter une nouvelle clientèle à la structure. Un cabinet d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Ouais. Ça fait 10 ans que tu es avocat au sein de ce cabinet. Non, pardon, ça fait 10 ans que tu es associé au sein de ce cabinet. Ouais, ça fait plus d'une quinzaine d'années, 19 ans je crois, que tu es au sein de ce cabinet. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi tes challenges encore au sein de RMT? Mais ça, tu peux me poser la question chaque matin. Hein. C'est le challenge, c'est de trouver toujours autant de plaisir, je pense, à venir, à me lever le matin, justement, à rencontrer des nouveaux clients, à être sur des nouveaux dossiers, à avoir autant de plaisir, à attraper un nouveau dossier sur lequel tu penses que tu vas t'éclater, à partager du temps avec tes associés, à partager du temps avec tes collaborateurs. Donc, nous, on vit au jour le jour, mais l'envie d'être avocat, et j'en reviens peut-être au plaisir du jeu, il faut qu'il soit toujours présent. Et là, c'est vraiment à titre personnel. Pour la structure, j'ai envie qu'elle trouve des nouveaux relais de croissance, que dans, je sais pas moi, 15 ans, il y aura peut-être des premiers départs d'associés parce qu'ils auront envie d'aller voir ailleurs. Il faudra qu'on sache renouveler à ce moment-là, mais on n'en est pas là, il faut commencer à le préparer dès aujourd'hui. Mais l'important pour moi, le challenge, c'est j'ai passé quasiment 20 ans, 19 ans formidables chez Reinhart Marvitor. Le challenge, c'est que ça soit 19 années aussi formidables dans ma profession d'avocat et si possible chez Reinhart Marvitor. Voilà, c'est ça le challenge. Écoute, c'est très chouette. Je te laisse un mot de la fin, comme je laisse à chacun des invités, qui peut être pour tes collaborateurs, tes associés, tes équipes, tes clients, ta femme, tes enfants, peu importe. Et c'est la minute qui t'appartient. Je parle exprès beaucoup pour te laisser réfléchir parce que je t'ai pas prévenu. Écoute, le mot de la fin, c'est peut-être le mot, parce qu'en en parlant avec toi, c'est ce qui est peut-être ressorti, c'est le contentieux a beaucoup d'atouts et peut vraiment motiver, j'en suis certain, un avocat tout au long de sa carrière, peut trouver chaque jour un intérêt différent, à condition qu'il conserve cette forme de distance aussi par rapport aux enjeux des dossiers, mais qu'il y trouve aussi ce même amusement, ces mêmes défis. Et cette envie de trouver des solutions, parce que le contentieux, c'est d'abord vouloir trouver des solutions dans l'intérêt des clients. Et je pense qu'il faut, alors ça fait peut-être aussi écho à ce que j'ai dit à mes collaborateurs récemment, il faut trouver des solutions. Voilà. Écoute, c'est pas mal, ça me va bien. Jérôme Marsaudon, avocat chez RMT, entre guillemets, il faut trouver des solutions. Jérôme, je te remercie d'être venu jusqu'ici. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec toi, je pense que ça plaira beaucoup aux auditeurs. Je te souhaite le meilleur pour ces 20 prochaines années à venir chez RMT en tant qu'avocat et à très vite. Merci Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.
Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.